En route vers la présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Voilà avec Michael Zamès. Bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver. Bonjour François Bayrou. Bonjour. On va parler évidemment du G20, de la situation politique, mais parlons un petit peu au début de médias. Vous faites la une du Point, ce qui doit vous ravir. Pendant ce temps-là, le président français va à la télévision massivement avec le président américain. Les socialistes sont restés un mois à la une des télévisions publiques. Est-ce que vous avez le sentiment que tout le monde joue dans la même division sur le plan médiatique? Bon, si vous voulez dire qu'il n'y a pas d'équilibre médiatique en France depuis plusieurs semaines et mois. En effet, on a eu des milliers d'heures pour le PS. On a aujourd'hui des dizaines et centaines d'heures. Vous souriez avec ça. Avec une Moi, opération. Je serais à votre place, je hurlerais. Vous avez survécu à la Hollande mania. C'est bien que vous hurliez. J'ai dit à votre place. Les journalistes, je trouve qu'en effet, ça devrait être autant le travail des journalistes de protester contre la situation de déséquilibre qui est ainsi créée que celle des responsables politiques. Mais permettez-moi d'ajouter que il y a une opération ce soir. Bon, naturellement, le G20, c'est important, même si on va en parler. On ne peut pas prétendre que les résultats soient à la hauteur des attentes. De grandes mises en scène, et puis au bout du compte, assez peu de résultats. Ouais. Comme chaque fois. Mais que les deux principales chaînes de télévision françaises soient requises, toutes les deux, la semaine dernière, pour 1h15 d'interview de Nicolas Sarkozy. Mais là, c'est déjà une habitude française étrange. Et que, deuxièmement, ce soir, on fasse rebelote avec Barack Obama et Nicolas Sarkozy dans une opération dont le but est transparent et de montrer que ce sont les grands de la planète et qu'ils se parlent et qu'ils se tutoient. Et vous voyez bien qu'il y a quelque chose là qui est, me semble-t-il, pour beaucoup de citoyens, on va dire au moins une interrogation, et je choisis les mots les plus réservés possibles. Vous faites quoi, puisqu'on est dans le contexte d'une campagne électorale? Là, vous êtes en train de faire Voltaire tranquillement, en train de s'indigner de la situation. C'est vous qui avez... Non, ne dites pas... Je veux dire, vos spectateurs vous écoutent. Je sais bien que vous avez l'impression, quelquefois, que les journalistes peuvent prendre n'importe quelle position. Vous avez commencé l'interview en disant... est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose de choquant et même de scandaleux? Et vous devriez vous révolter. De votre point de vue, je vous dis qu'il y a quelque chose, en effet, de très troublant et même d'insupportable dans le déséquilibre qui est créé, dans la communication. Et ce soir, d'autant plus avec l'interview de Nicolas Sarkozy et de Barack Obama. Exactement. Je trouve qu'il est anormal que on fasse ainsi une sorte de monopole avec les deux principales chaînes, l'une la principale chaîne privée, l'autre la principale chaîne du service public. Il y a quelque chose qui n'est pas normal dans la pratique qui devrait être pluraliste des médias en France. Alors, parlons justement un petit peu du G20. Avec Mickaël, on a écouté ce matin tout ce qui se disait sur, évidemment, toutes les chaînes de radio. Et vous avez compris quelque chose? Justement, on a besoin de votre éclairage. Parce qu'il y en a la moitié qui considèrent que ce G20 a été un succès, parce que d'une certaine manière, on a quand même réglé le problème grec avec beaucoup d'autorité, en tout cas tous ensemble. Et puis il y a l'autre moitié qui considère comme il s'agissait de régler les problèmes des transactions financières, de régler le problème de la monnaie chinoise. En fait, on a abouti à rien du tout. Donc, eh bien, vous vous souvenez ce qu'on nous avait annoncé, n'est-ce pas? On nous avait annoncé que ce G20 servirait à plusieurs choses. Un, à mettre en place la taxe sur les transactions financières que depuis des années, certains défendent, je l'ai moi-même défendu il y a 10 ans au Parlement européen, et on a failli en faire adopter le principe d'une voix. Donc, premier point, on nous disait ça va servir à poser la question du déséquilibre entre la monnaie chinoise, le yuan, et les autres monnaies du monde. On nous annonçait qu'on allait mettre en place une régulation. On nous annonçait qu'on allait mettre en place une régulation sur les marchés financiers de la planète. De tout ça, évidemment, aujourd'hui, on n'aperçoit pas le début du commencement de l'ombre. Donc, en effet, c'est un résultat extrêmement, par rapport aux objectifs qui étaient annoncés, qui est très loin de la réussite qui était prévue. Reste la situation grecque.
la situation grecque, elle est la conséquence directe de, me semble-t-il, une erreur de stratégie à l'intérieur de l'Europe depuis un an bientôt, qui a consisté à vouloir régler un par un les problèmes des pays en situation de surendettement à l'intérieur de la zone euro. De faire une réponse particulière pour la Grèce, qui est une réponse, à mon sens, dangereuse, de faire ensuite une réponse particulière pour le Portugal, de faire une réponse particulière pour l'Italie. Et je vous dis ce qui me paraît évident, c'est qu'on va en arriver au bout du chemin, après avoir mobilisé des centaines et des centaines de milliards d'euros, à ce qu'on aurait pu faire à la première minute, c'est-à-dire une déclaration de solidarité qui fasse que les institutions de la zone euro garantissent la dette de la zone euro en y substituant une dette européenne peut-être. François Hollande dit que c'est un problème de gouvernance européenne. Vous dites la même chose? Donc le problème de Nicolas Sarkozy et de François Hollande, Merkel. il a une difficulté qui est évidente et qui crève les yeux, c'est que M. Papandréou est le président de l'Internationale socialiste. Il est Premier ministre socialiste grec, et donc les difficultés que Papandréou rencontre, d'une certaine manière, par solidarité de partis socialistes, ça oblige à essayer de trouver d'autres responsables. Je pense que ça n'est pas... Donc la position du PS n'est pas tenable, c'est ça que vous dites? Non, je ne veux pas dire les choses comme ça. Je veux dire qu'il y a deux problèmes qui se posent dans la zone euro, et dans l'Europe en général, mais dans la zone euro en particulier. Le premier était un problème de stratégie économique et financière. Est-ce qu'il fallait laisser introduire le soupçon sur les dettes prises par des États de la zone euro et éventuellement envisager une faillite complète ou partielle de l'un de ces États? On a choisi de ne pas chercher la sécurité maximale et au contraire de traiter les problèmes au coup par coup en laissant entendre qu'on pouvait par exemple diviser par deux la dette grecque, ce qui à mes yeux amenait inévitablement le soupçon sur les dettes des autres États. Mais si on ferme... Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que l'Europe, personne ne sait comment ça marche. Je dis ça comme un Européen convaincu, profond, qui a toujours pensé que c'était pour notre pays la seule arme dont nous disposions dans ce monde de géants que de faire une Europe qui puisse s'exprimer à haute et intelligible voix. Mais qui gouverne l'Europe aujourd'hui? J'ai été complètement surpris de voir que dans les journaux, on disait la France et l'Allemagne convoquent les autres États de l'euro autour du G20. Mais c'est pas la France ou l'Allemagne qui doivent convoquer. Que je sache, la France n'a pas la présidence de l'Union en ce moment, et l'Allemagne non plus. Mais ça, c'est une vision idéalisée, vous savez très bien, François Bayrou. Non, c'est le couple franco-allemand. Tout le monde connaît vos convictions en matière d'Europe, et vous vous souvenez bien des couples qu'ont formés Giscard et Schmitt, François Mitterrand et Helmut Kohl. Ils respectaient le caractère communautaire des institutions. Ce qui n'est pas le cas. Vous voulez dire que Merkel et Sarkozy, l'idée que c'est un condominium franco-allemand qui tranche et décide et simplement assied les autres autour de la table pour leur dire ce qu'il faut faire. Cette idée-là n'est pas une idée communautaire européenne. D'accord, mais dans le cas présent, s'il n'y avait pas eu cette solidarité entre les deux, il est probable qu'on n'aurait pas passé au-delà de l'épine grecque. À ce moment-là, le référendum serait peut-être maintenu, mais Papandréou serait peut-être encore au pouvoir, et les Grecs auraient peut-être... Une seconde sur ce sujet. Est-ce que M. Papandréou avait le droit de faire un référendum auprès de son peuple pour savoir ce qu'il fallait faire ou s'il pouvait accepter le grand choix de l'euro et les sacrifices qui vont avec? Eh bien, selon moi, il en avait le droit. Je trouve qu'il n'y a rien de plus... naturel que de se retourner vers un peuple quand on va lui demander des sacrifices plutôt que de les lui imposer. Qu'il l'a dit à personne. Voilà. Alors, la faute, si faute il y a, parce qu'il dit le contraire, je ne sais pas si c'est vrai, la faute, si faute il y a, c'est qu'il n'en a pas parlé aux autres dirigeants au moment de cette négociation. Il aurait dû le faire. Mais mettez-vous à la place du peuple grec. Sa situation est une situation extrêmement difficile. On lui promet de faire une consultation et des dirigeants d'autres pays de l'euro interdisent de fait, si j'ai bien compris... Il n'y aura pas de référendum, vous le regrettez? Non, je ne dis pas que je le regrette. Je dis que à l'égard des peuples, il y a là pour le moins une maladresse. Vous voyez bien ce que ça veut dire tout ça pour un peuple. Ça veut dire c'est de l'extérieur que viennent les pressions qui vont nous réduire à une situation de plus en plus
difficile. Eh bien, je trouve et pense que ça n'était pas un crime de la part de M. Papandréou de vouloir organiser un référendum. Il en avait le droit. Les circonstances, la manière dont c'est fait, je la discute. Mais sur le fond, considérer que c'est une victoire d'avoir interdit à un peuple de s'exprimer me paraît quelque chose de dangereux. À chaque fois que nous vous voyons, nous avons le sentiment d'une certaine forme de tranquillité. Le problème, c'est qu'en 2007, vous avez fait 3e avec un nombre confortable de voix. Et là, dans tous les sondages, pardonnez-moi, vous connaissez mon goût de la provocation, vous êtes un petit peu à la ramasse derrière les 3 premiers. Pourquoi restez-vous tranquille face à une situation qui n'est quand même pas favorable à votre obsession, je dis ça avec gentillesse présidentielle? Mais d'abord, j'ai aucune obsession. Je pense que le grand courant du centre en France a le droit et le devoir d'être présent dans cette élection. Mais pour perdre, je pense que ce grand oui, enfin, dites pas ça. C'est avec un point d'interrogation. Très bien, voilà. Essayons de garder le tour qui convient à cette conversation. Donc, les sondages, ça fait partie de la guerre psychologique. C'est comme ça. Je n'ai pas lancé ma candidature. Je trouve que les sondages, ils vont aller de 6 à 9. Bon, c'est une base de départ qui est plus importante que la base de départ que j'avais en 2007 au mois de janvier. Et tout ça est le cours habituel d'une campagne électorale. Je vais dire les choses comme elles sont. Si je pensais que la majorité actuelle et le président de la République actuelle pouvait résoudre les problèmes de la France, eh bien je serais rassuré, et ma foi, je ferais comme les autres, je me croiserais les bras, en attendant que l'inéluctable arrive. Si je pensais que François Hollande et le Parti socialiste et la majorité qui va avec pouvaient résoudre les problèmes de la France, eh bien en effet, je regarderais le spectacle depuis le bord du chemin. Or, je vous dis ceci avec certitude, ni l'un ni l'autre ne peuvent résoudre le problème immense qui est posé devant les Français. Il y faudra un président nouveau et une majorité nouvelle. C'est-à-dire, pas la majorité de la gauche avec 50% de promesses irréalistes au moins, et pas la majorité actuelle. Il faudra une majorité, comme dans tous les pays, qui sera une majorité, je dis une majorité centrale, une majorité réformiste, une majorité qui réunira depuis le centre-gauche jusqu'au centre-droit. C'est ce qui va se passer en Grèce, c'est ce qui va se passer en Italie, c'est ce qui vient de se passer dans un vote crucial en Espagne. L'obsession, parce que ça c'en est une, qui consiste à ne voir que droite et gauche dans la vie politique française. Non, droite et gauche et extrême droite. Et extrême droite. Oui, cette obsession-là, elle va être emportée par la digue des événements, par la marée des événements que nous allons vivre. Mickaël, question. Une question. Quasiment la dernière. Il nous reste Pierre Ménury, rapidement. Pierre Ménury, qui va vous rejoindre, qui fait partie de vos amis en tout cas, a dit dans le Figaro ce matin qu'il était prêt à demander à ce que vous, François Bayrou, vous puissiez retrouver une place au sein de l'UMP. C'est un piège qu'il vous tend, votre ami. Non. Pierre Ménury, il est au sein de l'UMP, il a le droit d'y être. Je considère qu'il s'est trompé et je pense qu'il n'est pas loin de partager ce sentiment comme la plupart des... Mais retrouver une place au sein de l'UMP. Comme la plupart des, entre guillemets, centristes qui se sont ralliés ou qui sont entrés dans l'UMP. Ils se sont trompés, je le crois, et je crois qu'ils le savent. Un des enjeux, pas de l'élection présidentielle, mais à la suite de l'élection présidentielle, c'est que se reconstitue une grande famille politique indépendante au centre de la vie politique française. Proche de l'UMP. Pour l'équilibrer. Je vous ai dit que non, vous avez entendu. Donc, c'est pas moi. Je me suis opposé, monsieur, à l'UMP dès la première minute de sa création. Parce que je pensais que l'idée qu'on fasse un seul parti pour la droite et le centre avec des traits d'union, comme il disait, était une faute contre l'idée même de centre. Alors, je défendrai sans cesse, pour l'équilibre de la vie politique française, la naissance et la présence d'un centre politique qui ait sa propre vision, sa propre idée, et qui soit indépendant, et qui soit capable de faire dépasser les frontières stupides qui existent aujourd'hui entre cette droite et cette gauche. Nous avons dépassé de 5 secondes. C'est très clair, mais je voudrais vous poser une petite et dernière question. En 2007, à un moment, vous pouviez faire basculer la situation dans un sens ou dans l'autre, et finalement, c'est le président de la République qui l'a emporté. Est-ce que vous avez le sentiment, avec le recul, que donc vous défendez votre politique, vous défendez votre candidature, mais est-ce que cette fois-ci, vous allez, entre les deux tours, dire quelque chose? Entre les deux tours, j'espère bien que je serai
au deuxième tour pour changer la politique française. Et pour le reste, je prendrai sans cesse mes responsabilités. François Bayrou était sur l'antenne de Radio Classique et de Public Sénat ce matin avec...